Alors, normalement, il est allumé. Ah, c'est. Mais parfois, hop, c'est mieux si je me donne un qui marche bien. Voilà. Alors bonjour à tous. Eh bien moi, Bruno a fait une merveilleuse intervention. Je suis très heureuse de le rencontrer parce que finalement nos propos et nos pensées sont tout à fait convergentes, ce qui est un peu rassurant. Et puis en même temps, ce qui va donner un peu d'élan à mon propre propos. Alors comme Sébastien l'a dit en introduction, les campagnes sont très à la mode depuis 2 ans. Certains parlent d'un effet Covid. Et je vais essayer de vous expliquer que en fait c'est pas un effet Covid. Sans doute que le Covid a un côté accélérateur, un côté de mise en lumière, mais que le retour en grâce ou l'intérêt porté aux campagnes est alors on est très en avance. Voilà. Et bien s'inscrit dans une transition anthropologique, c'est-à-dire de la relation entre l'homme et l'espace-temps, fondamentale. Alors, pour comprendre ça, eh bien, on va revenir un petit peu sur le passé, mais finalement, Bruno a déjà traité un peu l'affaire. Moi, je vais le reprendre un peu différemment, avec une approche par les sciences sociales, qui sont pas celles des théories du chaos, mais vous allez voir que c'est cohérent. Je pense que, et c'est le but de mon intervention aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut imaginer le monde d'après à partir de nous, à partir des petites communes, à partir de la ruralité et à partir de la jeunesse. Alors où en sommes-nous? Bruno l'a dit, on est dans une grande transition anthropologique. Comme vous le voyez ici, pendant des centaines de milliers d'années, nous avons été des chasseurs-cueilleurs dans la nature sauvage. Ensuite, nous avons été des paysans, c'est-à-dire le fondement des sociétés, c'est la production de nourriture et l'échange des produits agricoles. Alors, c'est une époque où, au fond, on voit le monde comme un potager. L'important, c'est que ce soit fertile, durable. On habite de façon dispersée pour produire de la nourriture. Et l'aménagement principal qui est produit, c'est ce qu'on appelle la campagne. La campagne, qu'est-ce que c'est? C'est pas la nature sauvage, c'est la nature aménagée par l'homme. Et puis, il y a une nouvelle révolution technique. Alors, la première révolution technique, c'est l'invention de l'agriculture. La deuxième révolution technique, c'est la maîtrise mécanique du feu, c'est-à-dire notre capacité à transformer la chaleur en mouvement. Et donc, c'est l'invention des moteurs. Et donc, on va rentrer dans ce que j'appelle l'ère de la modernité, l'ère thermo-industrielle, qui est également l'ère du capitalisme, qui est également l'ère de la ville. Puisque qu'est-ce que c'est que l'aménagement principal qui est produit par l'ère de la modernité? C'est la ville. Qu'est-ce que la ville? C'est un environnement de vie artificialisé, c'est-à-dire intégralement fait par l'humain. On voit le monde comme une usine. Il faut que ce soit propre, fonctionnel, efficace. Une nouvelle révolution technique transforme notre relation à l'espace-temps, c'est la révolution numérique. Je la mets Internet, on va dire 1990 pour être synthétique. On va rentrer dans une ère que moi j'appelle l'ère de la noosphère. C'est un mot qui est le miroir du terme biosphère. Ça a été inventé par Teilhard de Chardin dans les années 40 ou 50. Et ça veut dire la pensée humaine connectée. Donc, je l'appelle comme ça, l'ère de la noosphère, l'ère de la pensée humaine connectée. Nous allons vers une ère nouvelle, vers un nouveau rapport à l'espace-temps. Donc, c'est ça qu'il nous faut inventer aujourd'hui ensemble. Alors, nous avons donc un rendez-vous en terrain inconnu, c'est-à-dire qu'on avance vers l'inconnu dans un contexte donc imprévisible et chaotique, comme l'a montré Bruno tout de suite. Alors, il y a deux récits. Pour le moment, il y a deux récits qui sont incompatibles et qui correspondent à ce qu'a dit Bruno, un récit plus de l'effondrement, puis un récit de l'émergence. Le premier récit, au fond, c'est le récit que moi j'appelle le récit hyper moderne, qui dit que notre culture moderne, donc le monde est une usine à produire et à consommer, va se poursuivre de façon exacerbée par le numérique. Et donc, on va faire encore plus vite, encore plus loin, encore plus puissant,
encore plus tout. Et c'est un peu ce que disait Bruno également, c'est-à-dire que plus on a. Et donc, on va avoir un monde de technologies numériques, on va avoir ces technologies numériques qui vont s'implanter dans l'humain, qui vont augmenter l'humain, qui vont nous surveiller également. Et puis, la forme produite par ce monde, probablement, c'est le modèle de la mégalopole, de la très grande ville. Le problème de ce récit, c'est le récit des pouvoirs en place, des pouvoirs issus de l'ère de la modernité. Le problème de ce récit, c'est que ce récit, c'est justement ce qui nous mène à l'effondrement. L'effondrement, j'ai essayé de synthétiser sur ce document, il est lié à deux choses. Premièrement, des crises intrinsèques à l'art moderne, à notre culture, à savoir les délires de l'accumulation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la libération de l'hubris, la démesure dans l'accumulation, ce qui entraîne la crise écologique, mais aussi la crise sociale, de l'inégalité et de la compétition pour l'accès à l'argent, à l'emploi, à la ressource, et puis qui est aussi une crise éthique avec une marchandisation de tous les rapports sociaux. Tous nos rapports sociaux sont marchandisés, que ce soit la vieillesse, l'enfance, la relation amoureuse, nous sommes des petits boutiquiers en tout, et ça, c'est une crise intrinsèque à notre culture. Et puis, il y a des éléments de la crise de l'effondrement qui sont liés au fait que la révolution numérique sape les piliers sur lesquels s'appuie notre culture moderne, à savoir le salariat, la logique marchande de biens matériels, les organisations hiérarchiques et la démocratie. Et donc, se produit émerge le désir d'un autre récit que j'appelle le récit de la transition, mais que finalement, si on reprend le vocabulaire de Bruno, c'est le récit de l'émergence. Comment éviter l'effondrement, comment inventer collectivement une autre histoire de notre passage dans une ère de la révolution numérique. Alors, ce récit de la transition, eh bien, il nous demande alors si on veut régler les problèmes de notre société actuelle, eh bien, ça va être une réflexion sur notre relation à la nature, c'est-à-dire aussi bien à l'eau, à l'air qu'aux plantes et aux animaux. C'est la question de la justice sociale et de la coopération. C'est la question de la réhumanisation de rapports sociaux. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sociaux non marchands ou non marchandisés, où on ne veut pas toujours sortir vainqueur financièrement? Et puis, c'est toute la réflexion sur la place du travail et de sa rémunération dans notre société. C'est la place, comment est-ce qu'on fait des organisations horizontales, où on va partager la valeur sur toute la chaîne de production de la valeur. Et puis, ça va être la question de Internet. Est-ce qu'on peut aller vers un Internet public pour régler les problèmes de menaces sur la démocratie? Donc ça, c'est le récit de la transition. Et donc, nous allons vers un futur qui est incertain, vers un futur inconnu. On appelle ça la transition, mais au fond, on part d'un point A, on va vers un point B, mais on ignore tout du point B. C'est-à-dire que c'est comme si nous partions dans un voyage sans retour pour une planète dont on ne connaît finalement pas grand-chose. Quelle attitude avoir dans cette situation-là? Eh bien, dans une telle situation, il y a deux choses à faire. Mais ça revient, vous allez voir, avec d'autres mots, mais avec ce que disait Bruno. Le premier, c'est d'avoir des valeurs pour fixer notre but, pour fixer notre cap. Ça, c'est les valeurs qui fixent le cap. Et ensuite, nous devons nous appuyer sur nos savoirs, savoir-connaissance, savoir-faire, savoir-être, pour nous comporter en fonction du contexte extérieur que nous allons rencontrer. Eh bien, ces valeurs et ces savoirs, en fait, c'est notre passé. Hein? C'est notre passé. Et donc, paradoxalement, cette avancée vers le futur commence par des phénomènes de résurgence des mémoires. Et ces résurgences des mémoires, eh bien, on le voit dans les pays neufs, les Amériques, l'Australie, on voit des résurgences des mémoires des chasseurs-cueilleurs, on voit ce qu'on appelle les peuples natifs proposer des mémoires sur la relation à la nature, par exemple.
et on voit une réémergence des mémoires paysannes dans notre société. Alors le but des mémoires, les mémoires, ce n'est pas le passé qui conditionne le futur. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas de nostalgie là-dedans. C'est pas le passé qui va conditionner notre futur. Mais c'est l'inverse. C'est notre but pour le futur qui va nous permettre de sélectionner toutes les mémoires humaines, tous les savoirs humains pour les recycler, pour pouvoir avancer vers l'avenir. Le passé, nos mémoires, donnent de l'assise pour envisager un futur inconnu. On pourrait dire de façon peut-être un peu caricaturale qu'au fond, à l'échelon collectif, s'opère une espèce de psychothérapie que beaucoup opèrent aujourd'hui dans ce contexte incertain en disant finalement, matériellement, on a tout réussi, mais on ne sait pas où on en est et on ne sait pas ce que l'on veut pour le futur. Donc, il y a ces phénomènes de revalorisation des mémoires. Et donc, on va aller chercher, alors pour les Américains surtout, dans la nature sauvage et dans les peuples natifs, relation aux biens matériels, à la nature, etc. Et nous, on va rechercher dans nos mémoires paysannes, eh bien, la relation, par exemple, à la proximité physique, l'économie du partage, l'économie du commun, comment donc on fait la communauté, la localité, la durabilité des systèmes agraires, l'adaptation aux niches écologiques des systèmes agraires, etc., etc., pour les revaloriser de façon contemporaine avec des apports grâce au savoir actuel et au numérique. Et c'est là-dedans que se place le rôle important des campagnes pour l'invention du monde de demain, car c'est là que se situent tous les mouvements de Pride. Qu'est-ce que sont que les mouvements de Pride? Vous connaissez sans doute au moins la Gay Pride, qui est la plus connue. Les mouvements de Pride, ce sont des mouvements de fierté festifs, d'affirmation de soi et aussi d'une demande, d'une participation au monde contemporain, montrer qu'on a des apports contemporains à proposer pour le monde qui vient. Alors, qu'est-ce que c'est que la Plug Pride? Dans quoi est-ce qu'elle s'inscrit? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre culture moderne, elle s'est construite en faisant du passé table rase. La culture moderne, elle estime être un niveau supérieur de développement de l'humanité et elle s'est construite en faisant table rase du passé. Elle se construit toujours en faisant table rase du passé. Elle refoule le passé, elle le ringardise. Et donc, les populations, les chasseurs-cueilleurs sont des sauvages, les sociétés paysannes, ce sont des ploucs, la modernité industrielle, c'est désuet, c'est démodé, ce sont des petits blancs ou des gilets jaunes, etc., etc. Vous voyez? Et à l'inverse, le récit de la transition se construit par une résurgence, une revalorisation de ces mémoires. Alors, notre société moderne, elle est en grande crise face à cette mutation, cette entrée dans le numérique, dans la noosphère. Et donc, je crois que c'est Einstein qui disait « on ne peut pas régler un problème à partir du niveau de conscience qui l'a créé ». Quel est l'épicentre de création du récit hypermoderne? Ce sont les pouvoirs actuels de la modernité. Je caricature un petit peu, mais vous allez comprendre. D'où sort le récit hypermoderne? Il sort du mental, comme depuis 150 ans, comme depuis 200 ans, toute la modernité. Il sort du mental, des hommes, des classes bourgeoises, des grandes villes, de l'Occident. Et donc, l'altérité, ce qui est profondément autre, eh bien, on va le retrouver dans les marges de cela. Et vous allez voir, ça correspond aussi à ce que disait Bruno, c'est-à-dire, c'est quoi les marges de ça? Eh bien, c'est l'imaginaire, le rêve, c'est le féminin, donc toutes les questions de genre, donc tous les mouvements de pride liés au genre. C'est les classes populaires, c'est ce qu'on appelle en sciences humaines et sociales toutes les études radicales, et ce sont tous les mouvements altermondialistes, gilets jaunes, etc. C'est à l'opposé des grandes métropoles, ça peut être la nature sauvage pour les Amériques, mais c'est pour la France les campagnes. C'est ce qu'on appelle l'émergence des études territorialistes dans les sciences humaines et sociales. Et les cultures non occidentales, donc c'est ce qu'on appelle les études post-coloniales en sciences humaines et sociales.
Et donc, vous voyez que les campagnes ont là véritablement une carte à jouer très importante dans ce mouvement d'invention d'un autre monde, d'un autre modèle de société à partir des marges de la culture moderne. Et donc les campagnes, je les invite vraiment à prendre conscience de cela et à participer avec enthousiasme et fierté à l'écriture du monde de demain, de ce rêve de monde de demain que chacun, je crois, aujourd'hui appelle de ses voeux. Alors concrètement, on fait quoi pour les espaces ruraux? Eh bien, là aussi, je dirais que je suis complètement convergente avec Bruno parce que je pense qu'il faut revenir à la base, il faut revenir à la simplicité. Je ne pense pas que nous allons répondre à cet enjeu à partir du haut, puisque le haut, ce sont les pouvoirs que je viens de décrire tout à l'heure. Il faut partir par le bas. Et on va partir, me semble-t-il, par un aspect le plus simple du monde, c'est les besoins humains fondamentaux. Quels sont nos besoins humains fondamentaux? Alors, avant de répondre à cette question-là, je dirais, pour faire un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui dans l'aménagement, je dirais, qu'est-ce que veulent au fond, de quoi ont besoin les habitants des campagnes? Alors, souvent on disait, voilà, les habitants des campagnes, ce qu'ils désirent en fait, c'est une vie moderne. C'est la même vie que les gens qui habitent en ville, mais au vert. Ça, c'est souvent ce que l'on croit. Et là, la réponse technique des élus, des services de l'aménagement, ce sont les équipements. Okay, donc, les gens veulent quoi? Ils veulent un confort, une vie matérielle qui soit la même que dans les villes. Donc, la réponse, c'est des équipements. Donc, ça a été le téléphone, etc. C'est le numérique aujourd'hui. Ça, c'est vrai, on garde. OK, d'accord. Mais ça, c'est le modèle, on va dire, qui existe depuis les politiques d'aménagement du territoire des années 50. Deuxième phase, on veut une vie comme en vacances. Alors, vous voyez que si vous voulez être comme en vacances, vous n'allez pas en vacances ni dans une zone commerciale, ni dans une zone industrielle, ni au bord d'une rocade. Donc, c'est pas au bord des équipements de la vie moderne que vous allez en vacances. Donc, si vous désirez vivre comme en vacances, là, ça, c'est un peu ce que disait Jean Viard dans les années 2000. C'est l'imaginaire du tourisme. Cet imaginaire du tourisme a fait entrer dans les questions d'aménagement la question du paysage et de la qualité environnementale des territoires. Donc ça, on va dire que depuis une trentaine d'années, on a commencé à intégrer cela dans les politiques d'aménagement. Moi, je vous propose de rajouter une troisième strate aujourd'hui à la pensée aménagiste. C'est imaginer que peut-être les gens qui habitent les campagnes, les gens qui vont habiter dans les campagnes, désirent un autre monde. Ils désirent sortir de l'ère de la modernité et trouver une voie pour l'émergence d'une nouvelle culture. Alors là, c'est un impensé de l'aménagement. C'est-à-dire, que faire? Par où on commence? Si les gens veulent un autre monde, qu'est-ce qu'ils veulent et par où on commence? Faire des équipements, on sait. Faire un environnement ou un paysage de qualité, on sait. Faire un autre monde, c'est plus problématique. Alors, par où commencer? Et c'est là que je vais vous proposer une petite réflexion sur simplement, si on commençait par la simplicité, les besoins humains fondamentaux. Les besoins humains fondamentaux, vous connaissez tous la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle date de 1943 et elle a été réactualisée en 2010 par des psychologues qui ont ajouté donc toutes les connaissances contemporaines de la psychologie et de la théorie de l'évolution. Donc, voici l'évolution de la pyramide de Maslow. Les 4 premiers niveaux sont les mêmes. Les 3 niveaux supérieurs sont différents puisque ils ont ôté le désir d'accomplissement qui ne s'inscrit pas dans le corps humain. En revanche, toute la pulsion de reproduction n'avait pas été intégrée par Maslow. Donc, on voit qu'il y a des besoins de survie. D'accord? Donc, repousser la faim, la soif, le froid, l'asphyxie, la fatigue et la maladie. Il y a des besoins de protection, repousser les violences, qu'elles soient physiques, sociales, financières, psychologiques, etc. Les besoins d'être aimé et accepté tel que l'on est pour repousser l'abandon.
Les besoins d'estime et de statut, c'est-à-dire être reconnu comme une personne unique. Et ensuite, il y a des besoins de rencontre, notamment de rencontre d'un partenaire, des besoins de rencontre, des besoins de continuité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout ça, on a besoin de le garder, on n'a pas envie de le perdre. Et enfin, on a des besoins de postérité, c'est-à-dire repousser la mort inéluctable. Alors, les besoins de postérité, ça peut aussi bien être le fait d'avoir un enfant que, par exemple, avoir un désir d'éternité spirituelle, mais autrement, ça peut être un besoin d'immortalité aux grands hommes, la patrie reconnaissante, de faire quelque chose qui marque pour les générations futures. Donc voilà les besoins humains fondamentaux, et je précise qu'ils sont inconscients et qu'ils sont concomitants. C'est-à-dire que l'idée d'une pyramide n'existe plus dans la science aujourd'hui. Tous les besoins existent en même temps. Alors, vous voyez, moi je les ai mis un petit peu en 3 niveaux. Il y a des besoins de protection, il y a des besoins de relation et il y a des besoins de sens dans l'être humain. Eh bien, ce que je crois aujourd'hui, c'est que notre société hyper moderne ne satisfait plus ses besoins humains fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de survie, eh bien, on n'est plus très sûr que l'eau qu'on boit soit saine, que la nourriture qu'on mange nous protège contre les maladies. Au contraire, on n'est pas sûr que notre environnement peut être électromagnétique, que notre environnement sanitaire, puisque avec la première phase du Covid, on a très bien vu qu'il y avait une relation très forte avec les densités. Et donc, on voit aussi qu'en termes de protection, eh bien, toute la précarisation de la société, parce que Bruno l'a dit, ceux qui ont le plus ont plus, mais ceux qui ont moins. Et donc, on a des phénomènes de précarisation extrêmement violents de la société. On est dans une société de la jetabilité, que ce soit professionnelle, sentimentale, etc. Donc, on n'est plus très sûr d'être aimé, d'être unique, etc. Et donc, on est dans une société hyper moderne qui ne garantit plus les besoins humains fondamentaux. Et on verra aussi sur la question de la postérité, je vais essayer de vous expliquer ça. Vous voyez qu'il y a ces 3 niveaux. Protéger, relier, donner du sens. Dans les sociétés paysannes, lorsque nous étions des paysans, on va dire qu'il y avait 3 échelles d'organisation, d'aménagement qui garantissaient ces besoins humains fondamentaux, donc la maisonnée ferme, le village et la religion qui encadrait, qui donnait du sens à tout ça depuis la naissance jusqu'à la mort en passant par le mariage. La modernité classique, c'est ce qu'on appelle le droit à la ville. Le droit à la ville, c'est accéder à la satisfaction des besoins humains fondamentaux pour toutes les classes sociales. Et donc, ça, c'était le modèle, on va dire, de notre société moderne. Famille, salariat, la ville, comme le lieu de la liaison, de la rencontre, et la République, qui donnait un sens, comme je vous dis, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, qui donnait un sens à la destinée de l'homme moderne. Aujourd'hui, on en est là, dans l'hypermodernité, peut-être dans le chaos. Eh bien, au niveau de la protection, on est dans une précarité écologique. Il y a des gens qui sont très angoissés de la précarité écologique, de la précarité sociale, de la précarité familiale, etc. La liaison, l'aspect relation, on est dans la mondialisation. On n'est plus très sûr d'être un être unique parce que paradoxalement, pour être reconnu comme un être unique, encore faut-il face à nous une communauté qui nous reconnaisse comme étant unique. Et puis, on est dans une forme de nihilisme contemporain, c'est-à-dire que nos besoins d'éternité, bon, ils ont été, les aspects religieux sont sortis de la sphère collective, mais même nos besoins d'immortalité, de grandeur de l'homme moderne, c'est sorti de la sphère sociale. Aujourd'hui, mourir au champ d'honneur, par exemple, n'aurait plus aucun sens. Et grosso modo, quand on a quelques problèmes existentiels dans notre société, on nous conseille d'aller faire du shopping et normalement, quand on revient, on n'y pense plus. Mais ça marche plus très bien. Et donc, vous voyez qu'en termes d'aménagement du territoire, en termes de penser la campagne, eh bien, tout est à refaire. C'est-à-dire qu'en termes de protection, quelle communauté, quel niveau de communauté de base, quel niveau de revenu, comment, si on n'est plus dans une société du salariat, comment ça se passe? Ensuite, l'échelle de la relation. On entend parler aujourd'hui d'un appel au droit au village. Et moi, j'appelle les campagnes à inventer
ce droit au village, c'est-à-dire la satisfaction des besoins de relations des populations, et puis, bien sûr, donner du sens. Donner du sens, comment est-ce qu'on peut redonner sens à la vie humaine dans notre société? Et donc, j'invite, pour ma part, il me semble, à ajouter une strate à la pensée de l'aménagement des campagnes. Il y a eu la strate des équipements, il y a la strate de la qualité de l'habitat, et il y a la strate de la satisfaction des besoins humains fondamentaux de façon rénovée. Alors, ça veut dire il va falloir réfléchir à la protection des corps. Je pense que les campagnes désirables de demain sont des campagnes qui vont protéger les corps. C'est pas par hasard s'il y a eu par exemple des maires qui vont se positionner pour la protection contre des produits de traitement. Comment on protège les corps? C'est-à-dire comment on va garantir la sécurité de l'air, de l'eau, de la terre, des environnements de vie, etc. Comment on va protéger aussi contre la violence sociale? Est-ce qu'on peut? Est-ce que c'est faisable de protéger les populations contre des formes de précarité, puisque dans ceux qui vont à la campagne, il peut y avoir aussi bien des classes sociales supérieures qui cherchent une résidence secondaire pour du télétravail que des gens qui fuient l'hyper-précariat urbain, etc. Protéger les corps. Je rajouterai dans cette protection des corps, permettre au cerveau d'atterrir. Aujourd'hui, il y a des travaux très intéressants qui montrent la question de la santé mentale et l'aménagement du territoire. Bruno l'a dit tout à l'heure à sa façon, mais au fond, il y a un auteur qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand qui a étudié la question du temps dans la société moderne. Et il explique ceci, ça a un rapport avec, vous allez comprendre pourquoi les gens font de la méditation. Il explique ceci, plus les corps sont frénétiques à bouger dans l'espace, plus la pensée est figée. Vous comprenez pourquoi maintenant il y a plein de réunions qui ne servent à rien. C'est-à-dire, nous sommes une société frénétique, hyper agitée, mais on n'a aucune idée qui sort de notre tête. Tout est figé. Et donc, permettre au cerveau d'atterrir, c'est-à-dire donner un peu de ralentir, et tous les mouvements slow sont des mouvements de relocalisation. Donc, comment on peut réfléchir aussi à éviter la banalisation des environnements de vie? Ça, c'est important. Retrouver de l'originalité, de la créativité habitante, puisque aujourd'hui, la banalisation des environnements de vie on n'est pas fait. L'être humain vient de la nature sauvage, il n'est pas fait pour vivre dans des environnements monotones. Comment permettre au cœur de se relier? La question de la relation de l'être humain avec la nature, la question de l'être humain avec les animaux, mais la question des êtres humains entre eux. Comment est-ce qu'on refait du lien avec de la proximité physique? Très important à réfléchir en aménagement. Permettre aux esprits de s'élever. Comment est-ce qu'on réintroduit du sens? Il y a des gens qui migrent dans les campagnes parce qu'ils cherchent un sens à leur vie. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question du sens? Cette question du sens, elle va de pair avec une dimension de continuité et une dimension de postérité. Comment on permet à des gens d'exprimer, même petitement, même localement, leur œuvre, c'est-à-dire leur participation à la vie humaine, et comment est-ce qu'elle peut s'inscrire pour les générations futures. Donc, ça peut être des opérations pour planter des arbres, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses à inventer. Donc, voilà un petit peu quelques pistes. Alors, pour conclure, je dirais que les campagnes sont en train de rentrer dans l'ère de la noosphère. Il me semble que si on va vers un récit de l'émergence, un récit de la transition, on va passer d'une société qui va de l'abondance, de l'avoir. On a tout réussi en termes d'avoir. Maintenant, l'échelon supérieur qu'il faut qu'on pense, c'est l'abondance de l'être. Et qu'est-ce que nous sommes si ce n'est de la relation? L'être humain n'est que relation. Il n'y a que ça. Et donc, ce que nous avons à travailler,
c'est la relation. Et Hartmut Rosa dit les lieux idéaux, c'est les lieux résonnants, c'est-à-dire les lieux où on se sent en relation avec la nature, avec le lieu, avec les autres. Et donc la campagne est en train de rentrer dans une troisième phase de son existence. Elle a connu les ruralités paysannes, dont le but était la production de nourriture. Elle a connu les campagnes modernes, alors les campagnes modernes productives, c'est-à-dire plutôt industrielles, les campagnes modernes résidentielles, donc les campagnes modernes périurbaines. Et aujourd'hui, elle va rentrer dans l'ère, moi j'appelle les ruralités bohèmes, c'est-à-dire les ruralités de la relation, les ruralités de la qualité de l'être. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un espèce de renversement des imaginaires complet, c'est-à-dire que dans les années 50, les campagnes qui étaient dans leur jus paysan paraissaient très archaïques, alors qu'aujourd'hui, finalement, les campagnes qui sont dans leur jus paysan sont presque les plus désirables pour les ruralités bohèmes qui émergent aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.